bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. La prostitution est un sujet qui nous entoure. On en rigole, on s'en sert comme juron, voire comme insulte. Elle est présente dans les rues, et même sur Internet. Pour beaucoup, la prostitution signifie bois de Boulogne ou Pigalle. Cependant, elle ne peut se résumer au seul type de travailleurs sexuels que l'on peut trouver dans ces quartiers. En effet, aux yeux de la loi, une personne est prostituée dès lors qu'elle a des relations sexuelles avec une autre, moyennant rémunération. Ainsi, une prostituée de trottoir, une escort girl, ou encore une personne qui vend sa virginité seront toutes trois considérées comme des prostituées. Au cours de son histoire, la France a essayé de résoudre le problème de la prostitution par différentes méthodes qui se sont toutes révélées insatisfaisantes, voire contre-productives. Depuis la loi du 13 avril 2016, le législateur a fait le choix de la pénalisation du client. Ainsi, la prostitution est légale. Elle est une activité déclarable et éligible à la sécurité sociale. Cependant, une personne qui a recours à un ou une prostituée peut être condamnée à 1 500 € d'amende, 3 750 en cas de récidive, et pourra se voir dans l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à l'achat d'actes sexuels. L'objectif affiché des pouvoirs publics est d'éradiquer la prostitution. Cependant, depuis le début des civilisations, aucune société n'a réussi à la faire disparaître. Examinons cela de plus près. Il s'en fallait de peu mon cher, que cette putain ne fût ta mère, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Qualifiée de plus vieux métier du monde, la prostitution était déjà présente il y a 3000 ans avant notre ère dans le croissant fertile. Il s'agissait notamment de prostitution sacrée, des relations sexuelles dans le cadre d'un culte religieux. Le but était alors d'honorer la déesse de la fertilité, Istar. Des siècles plus tard, durant l'Antiquité grecque, les prostituées font partie intégrante de la société. Il est dit alors qu'un homme doit avoir 3 femmes, une épouse, une concubine et une prostituée. Ces dernières étaient alors vues comme nécessaires pour l'épanouissement de l'homme. Un texte de loi sera même voté pour réglementer cette activité, créant des bordels publics où seuls les esclaves peuvent s'y livrer. À Rome, la prostitution prend une place importante dans la vie sexuelle des élites. Payer des prostituées pour assouvir ses désirs est vu comme normal, et on peut d'ailleurs en trouver partout. Au forum, aux alentours des lieux de spectacle, autour des temples. On méprise alors les prostituées car ce sont des esclaves. Cependant, avec l'arrivée du christianisme, les relations sexuelles deviennent aussitôt une union spirituelle et doivent se dérouler uniquement dans le cadre du mariage afin de procréer. Dans le but de réprimer tout acte sexuel hors mariage, les premiers empereurs chrétiens vont renforcer la législation romaine en interdisant le proxénétisme et la prostitution des esclaves. Cependant, ces décisions ne seront jamais appliquées. Au Moyen Âge, en France, les autorités vont encadrer une prostitution qui va s'institutionnaliser au XIVe siècle par la construction d'établissements tenus à cet effet. Ce sont alors généralement des bourgeois ou des ecclésiastiques qui payent un bail au roi ou à leur seigneur afin d'entretenir ces bordels publics reconnaissables pendant leurs heures d'ouverture par leurs volets fermés et la lumière d'une lanterne rouge.
Ainsi, les femmes publiques sont généralement intégrées dans la société moyenâgeuse. Un court épisode de cette période de l'histoire de France fera tout de même exception. En effet, de retour en 1254 de sa croisade égyptienne, le fort pieux Louis IX, futur Saint-Louis, fait rédiger une ordonnance royale visant à expulser l'ensemble des prostituées du royaume de France. Elles entreront pour la plupart dans la clandestinité, et le texte sera révoqué 2 ans plus tard. Le XVIe siècle est celui du retour de la répression et de la rigueur morale. Ainsi, en France, la prostitution va être interdite en 1560, faisant plonger de nouveau les filles publiques dans la clandestinité. Néanmoins, le nombre de prostituées augmente malgré tout. Au vu de sa contre-productivité, cette ordonnance ne sera rapidement plus réellement appliquée. C'est alors en 1658 que Louis XIV va pousser la répression de la prostitution à son paroxysme en ordonnant l'emprisonnement de toutes les prostituées. C'est ce qu'on appellera le grand renfermement. Mais cette mesure fortement répressive n'empêche pas l'augmentation du nombre de prostituées. La mort du roi Soleil laisse place à son arrière-petit-fils Louis XV qui va interrompre cette répression. De courte durée. En effet, l'intronisation de Louis XVI va signer le retour de la répression par le biais de l'interdiction au racolage. Ainsi, d'après l'historienne Erika Marie Benabou, près de 400 prostituées parisiennes seront arrêtées chaque mois durant cette période. Elles sont alors mises en prison ou à l'hôpital si elles se voient dans l'incapacité de payer leur liberté. Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire. Les Parisiens ont pris la Bastille. C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. 1789. C'est le début d'une nouvelle ère. Sous la Révolution, la Constituante crée un vide juridique sur la question de la licéité de la prostitution, provoquant ainsi sa tolérance. Ainsi, à la fin du siècle des Lumières, une Parisienne sur 10 est une prostituée, ce qui équivaut pour l'époque à une trentaine de milliers de femmes. Elles occupent alors certains quartiers, dont le plus emblématique d'entre eux est certainement le Palais Royal. Palais Royal, les bouffons sont des rois. Au Palais Royal, les plaisirs font la loi. Il faut de l'audace et encore de l'audace aux citoyens d'en bas. Bien que dépénalisé durant la Révolution, c'est seulement à partir du Consulat que l'encadrement et la réglementation sur la prostitution vont évoluer par le biais de l'instauration officielle des maisons closes. Ces maisons seront contrôlées par la Brigade des mœurs. Service de police chargé de la surveillance du milieu prostitutionnel, la réputation de ces agents est très négative au vu de leur brutalité envers les filles publiques. En 1802, le système réglementariste apparaît donc. Il est alors vu comme le plus efficace pour lutter contre la prostitution. Le but affiché est d'encadrer les prostituées afin de mieux les surveiller et de traquer les clandestines qui refuseraient de se plier aux règles. Ces dernières doivent alors désormais se déclarer en préfecture avant de pouvoir exercer et intégrer une maison close. Elles doivent également effectuer une visite médicale mensuelle. Vécues avec horreur, elles perçoivent souvent cet examen comme un viol. Cependant, cette mesure sanitaire a pour but d'éradiquer la syphilis, IST, qui est encore fortement répandue au XIXe siècle. Nombre de célébrités, souvent amateurs de bordel, mourront de cela à cette époque. Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, ou encore Toulouse-Lautrec, qui représenta un grand nombre de fois ces lieux de partage sur ses toiles.
Suite à ce nouveau système, les prostituées se divisent alors en deux catégories. Celles qui sont fichées et qui exercent ainsi légalement en maison close ou de manière isolée, on les appelle les soumises. Puis, celles qui, du fait des contraintes du réglementarisme, continuent d'exercer dans la clandestinité. Ce sont les insoumises. Ces dernières restent majoritaires et avaient, malgré tout, l'avantage de rester un peu plus indépendantes que les soumises exerçant dans les bordels. En effet, celles-ci sont très dépendantes de leur maison et tout est arrangé pour qu'elles le restent le plus longtemps possible. À ces fins, tout est organisé afin d'endetter les filles auprès de la patronne. Cependant, sortir des maisons pour ces filles suppose de rembourser leurs dettes, chose qui est ainsi difficilement réalisable. Sous la Troisième République, la prostitution est un sujet secondaire. Léon Gambetta dira qu'il s'agit d'une affaire de voirie. Ainsi, en 1935, un projet de loi sur la fermeture des maisons closes sera présenté au Sénat. Mais menacé par les propriétaires de ces maisons de divulguer les habitudes sexuelles de la classe politique, la majorité des sénateurs voteront pour le rejet de ce projet. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands réquisitionnent les maisons closes afin d'assouvir les envies sexuelles des soldats. Les bordels deviennent alors un lieu de collaboration. Pour cette raison, à la Libération, les filles seront humiliées alors qu'elles n'étaient en réalité que les victimes de réels collaborateurs, les propriétaires des maisons. Cette collaboration va alors servir de prétexte pour relancer le débat sur la fermeture des maisons closes. Les abolitionnistes vont faire appel à une héroïne nationale, Marthe Richard. Héroïne ? Pas vraiment. On sait aujourd'hui qu'elle était loin du portrait qu'on lui faisait durant la Libération. Opportuniste, et ayant eu des fréquentations douteuses durant la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait la qualifier aujourd'hui de mythomane au vu de la quantité de mensonges écrits dans ses mémoires et de ceux qu'elle a partagés dans les médias tout au long de sa vie. Néanmoins, c'est en 1945, alors qu'elle est conseillère municipale de Paris, que son groupe politique lui confie la tâche de présenter ce projet de fermeture des maisons closes devant le conseil municipal. Ce projet sera adopté. Quelques mois plus tard, le 13 avril 1946, les députés voteront la fermeture des maisons closes dans toute la France métropolitaine. Cette loi porte aujourd'hui le nom de cette femme controversée. Cependant, la France refusera que cette loi soit appliquée dans les colonies. Il faudra attendre la décolonisation pour qu'il n'y ait réellement plus de lupanards sur le territoire français. Ainsi, la fermeture des maisons closes marque la fin du réglementarisme et de son inefficacité. Et cette dernière, selon de nombreux spécialistes, serait en partie due à la forte coercition de ce système. Le système réglementariste n'a jamais marché, ni en France, ni dans les pays où il a été importé, c'est-à-dire quasiment partout, ni dans les colonies. Les colonies ne sont que des extensions des métropoles coloniales. Donc il n'a jamais marché parce qu'il est tellement coercitif, répressif, violent, que immédiatement, dès sa naissance, à la prostituée soumise s'est adjoint, je dirais, son Janus, qui est la prostituée insoumise. Et la prostituée insoumise, c'est-à-dire la clandestine, n'a pas cessé de saper le système réglementariste. Depuis 1960, suite à la ratification par la France de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, les prostituées sont reconnues comme des victimes et ne peuvent plus, en principe, être punissables par la loi. En juin 1975, suite à de nombreuses répressions policières en tout genre, des prostituées qui affirment travailler sans proxénète se plaignent de ne plus pouvoir exercer leur métier et réclament qu'on reconnaisse leurs droits en revendiquant un statut pour les prostituées, tout en s'opposant à la réouverture des maisons closes qui avait fait débat quelques années plus tôt. En 2003, la loi sur la sécurité intérieure, dite loi Sarkozy, instaure le délit de racolage passif.
Ce texte est vécu comme un retour en arrière par les principales intéressées, qui sont désormais perçues comme des délinquantes aux yeux de la loi. C'est 13 ans plus tard, le 13 avril 2016, que le délit de racolage sera supprimé, laissant place au système dit néo-abolitionniste de la pénalisation du client. Mais la prostitution est aujourd'hui bien plus complexe que dans le passé. Avec l'essor d'Internet, l'offre en services sexuels tarifés est bien plus difficile à contrôler. Cette humble rétrospective de l'histoire de la prostitution permet de faire quelques constats empiriques. Tout d'abord, une forte répression de la prostitution a toujours été inefficace, voire contre-productive. De plus, illicite ou légalisée, cette pratique ne s'est jamais arrêtée. Encore, au fil des siècles, on peut constater que la demande n'a jamais cessé d'exister. Et puis, il faut bien l'avouer, la prostitution est un sujet très complexe à régir. Cependant, en analysant son histoire de près, je ne suis pas sûr que l'on puisse dire que la prostitution est intrinsèquement un problème. Non, c'est le proxénétisme et la pauvreté qui en sont un. Certaines personnes décident sans contrainte extérieure ou financière de pratiquer la prostitution. C'est un choix qu'elles font délibérément, comme l'on pourrait choisir d'exercer une autre activité. Néanmoins, ces personnes constituent une très faible minorité des prostituées. Ainsi, il nous faudrait trouver un système juridique qui permettrait à la fois à cette minorité de pratiquer cette activité, tout en protégeant les femmes et les hommes qui y sont contraints. Cependant, que la prostitution nous déplaise moralement ou non, je crois que nous sommes contraints d'accepter sa légalisation si nous souhaitons la limiter. Comme l'affirme Spinoza dans son traité théologico-politique, vouloir régir la vie humaine tout entière par des lois, c'est exaspérer les défauts plutôt que les corriger. Ce qu'on ne peut interdire, il faut nécessairement le permettre, malgré le dommage qui en résulte souvent. L'idée que je me fais de la sexualité m'empêche de concevoir le principe de la prostitution. Néanmoins, je crois qu'il y a des choses que l'on peut juger immorales qu'il vaut mieux tolérer qu'interdire, car sinon, le bien commun s'en trouverait menacé. En matière de prostitution, je crois que l'histoire nous a prouvé que la réalité était bien plus complexe à régir que par la simple illégalité. En effet, interdire la prostitution ne fait pas disparaître les prostituées. Au contraire, elles deviennent plus vulnérables. Je suis donc convaincu que la prostitution doit être et doit rester légale, mais pas sous n'importe quelle forme. Tout d'abord, il faut continuer à décourager la demande et appliquer la loi en punissant plus fortement les personnes qui s'attaquent aux prostituées. Ainsi, je pense qu'il faut que le proxénétisme ne soit plus considéré comme un délit, mais comme un crime. Aujourd'hui en France, le proxénétisme est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende au maximum. À l'instar de l'infraction d'exploitation des personnes réduites en esclavage qui est punie de 20 ans de réclusion criminelle, je suis pour que le proxénétisme soit désormais considéré comme un crime en faisant passer la peine encourue à une durée supérieure à 10 ans de réclusion. De plus, je suis pour qu'on instaure un système de protection particulier des prostituées par la création d'un organisme public pour la protection des personnes vulnérables qui permettrait aux prostituées, ainsi qu'à toute personne vulnérable, telles que les personnes battues, de rencontrer des spécialistes et des bénévoles qui les accompagneraient dans leur reconstruction. En plus de cela, j'imagine la création d'un numéro d'appel d'urgence qui, à l'instar du 119 pour les enfants en danger, permettrait à ces personnes vulnérables de prévenir de leur vulnérabilité. Ce numéro ne serait alors pas un simple numéro d'écoute nationale comme le 3919 pour les femmes victimes de violences, mais bel et bien un numéro d'urgence qui permettrait la protection immédiate des personnes concernées. Au sujet de la pénalisation du client, j'ai un avis encore indéterminé. Bien qu'il s'agisse sur le papier d'un bon moyen pour faire limiter la demande, il semble que cette mesure ne soit pas efficace en pratique. De plus,
Celle-ci empêche les personnes ayant choisi de devenir des travailleurs sexuels de pouvoir exercer leur activité sans contrainte. Néanmoins, je pense que le combat contre la demande d'actes sexuels tarifés est nécessaire. Ainsi, je pense que nous devrions enquêter sur les causes de cette demande afin de pouvoir appliquer les mesures les plus appropriées. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que le proxénétisme, la pauvreté et l'existence continuelle de demandes sont les principaux piliers qui soutiennent la prostitution forcée. Cependant, je pense que nous pouvons, chacun de notre côté, participer à la sensibilisation de cette cause en prenant conscience du quotidien de ces êtres humains qui, pour la plupart, souffrent du fruit de leur histoire et de leurs rencontres. Oh, sweet.